Bonsoir, merci de nous rejoindre dans le programme du soir sur World Info ce mardi. Nous débutons avec le décryptage de l'actualité. On commence avec le Niger pour parler de la présidentielle du 27 décembre prochain. Une pléthore de candidatures a été enregistrée au niveau du ministère de l'Intérieur. Au moins 41 dossiers de candidature pour l'élection présidentielle de décembre prochain ont été déposés au ministère de l'Intérieur. C'est la première fois qu'il y a un si grand nombre de candidats potentiels pour ce scrutin. Lors de la dernière élection, ils étaient 16 à déposer les dossiers de candidature. Nous allons y voir plus clair avec Mamadou Diouf qui est avec nous. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Les Nigériens votent le 27 décembre prochain. 41 dossiers de candidature enregistrés en attendant donc que la Cour fasse le tri. Qu'est-ce qui fait que ce scrutin-ci suscite autant d'intérêt? Il y a plusieurs choses. Ça va être le premier scrutin au Niger où un civil va remettre le pouvoir à un civil. Puisque le président Issoufou est resté droit dans ses bottes. Pas de troisième mandat. Donc, ça sera la première fois, généralement, même s'il est arrivé qu'un président ait été élu sur la base d'élections, il n'a jamais eu le temps de remettre le pouvoir à un autre président élu sur la base d'élections. Donc, c'est cette ouverture qui est là, qui fait que l'accession est là. La deuxième chose, il y a comment on l'appelle encore, la période de démocratisation de 90 qui est passée un peu par là. Le Niger, comme d'autres pays, sont rentrés dans un processus démocratique qui s'est traduit malheureusement, comme dans une bonne partie de nos pays, par une pléthore de partis. Le Niger n'en a pas moins de 150 pour 20 millions d'habitants. Et ça fait que quand on a 150 partis, potentiellement, on peut s'attendre à 150 candidats. Parce que quand on crée un parti politique, l'objectif, c'est d'aller à la conquête du pouvoir. Un parti qui se respecte doit pouvoir aller aux élections et montrer qu'est-ce que ce parti-là représente au niveau du pays. Donc, il y a déjà un problème au niveau du nombre de partis. Et quand on regarde 150 partis et 40 candidats, on peut même dire que les candidatures ne sont pas nombreuses. Si je compare au Sénégal, où lors des dernières élections, si ce n'était pas le parrainage, il y avait 125 intentions de candidature. C'est le parrainage qui a fait le véritable tri avant que la Cour ne fasse un autre tri où juste quelques candidats avait été recalé. La Côte d'Ivoire, la Cour a fait la même chose. 40 candidatures ont été recalées. C'est 4 qui sont passées. Je crois qu'il y a lieu de revoir cette affaire parce que 40 candidats, on ne va pas me faire croire qu'il y a 40 projets de société, 40 façons de faire le développement pour le Niger. 41 dossiers de candidature, mais on se doute que ce ne sera pas 41 candidats au finish. Bon, certainement, la Cour va recaler certains, puisqu'il y a une caution de 25 millions qu'il faut payer. Est-ce que tout le monde aura la caution? Il y a un parrainage là-bas également. C'est vrai qu'il est moindre par rapport à ce qui se fait au Sénégal. Il faut avoir 20 000 électeurs. Est-ce que tous ces gens ont rempli tous ces critères? Parce que souvent, on oublie que la CENI, c'est comme la poste. La CENI reçoit les dossiers, vous venez, vous présentez un certain nombre de choses. Après, c'est à la Cour constitutionnelle de valider pour s'assurer que ce que vous avez présenté est conforme ou pas. Il y a Amadou qui est dedans, parmi les candidats. Il y a le problème de sa condamnation qui a toujours fait l'objet de débats. Cette chose sera tranchée, non pas par la CENI, mais par la Cour, alors que beaucoup de gens disent qu'il a été condamné à 1 an. Donc, l'inéligibilité est là, il n'y a rien à faire. Certains même disaient qu'il fallait qu'il y ait un autre candidat pour éviter, au cas où on le bloque, qu'il n'y ait pas de candidat, qu'il y ait une autre personne qui va être le candidat du parti, qu'il va pouvoir soutenir. Donc, il y a encore cet espace qui reste d'ici le 1er décembre parce que la Cour a jusqu'au 1er décembre pour dire qui sera officiellement candidat. Quand on regarde au niveau des dossiers déposés, tous les grands ténors sont là. Ce n'est pas une surprise. C'est d'ailleurs une bonne partie des personnes qu'on avait lors des dernières élections, voire même sur 2 élections présidentielles. Puisqu'il y en a qui commencent à être connus et qui ne l'étaient pas. Il y a quand même beaucoup parmi eux qui ont occupé des fonctions importantes. Parce qu'en fait, pour être candidat, il y a cet aspect également qui est important. Il faut avoir la stature d'un homme d'État. Un ancien président de l'Assemblée, un ancien Premier ministre, il y a un ancien président de la République. Il y a vraiment des poids lourds pour parler des gens qui connaissent l'État, qui sont là. Et vous avez des gens également qui sont dans la scène politique nigérienne depuis un certain temps.
La surprise, cette fois, c'est qu'il y a beaucoup de nouvelles têtes qui sont venues et des gens qui sont plutôt jeunes par rapport à ces candidats qui sont depuis un certain temps au devant de la scène politique au Niger. Vous avez même un imam parmi les candidats, le Cheikh Bourema Abou Daouda, qui est l'imam de la mosquée de l'université de Niamey, que j'ai d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer puisque j'ai prié derrière lui. Effectivement, c'est un imam qui, dans ses sermons, avait une tendance à se prononcer sur les questions nationales. Ce n'est pas une surprise de le voir aboutir à une candidature, bien que pendant longtemps, il était plutôt dans une posture de société civile. Et puis, il y a donc, on parle des poids lourds, il y a l'absence, et c'est à saluer, du sortant. Il n'est pas candidat à sa propre succession. C'est plus qu'à saluer. En tout cas, rien qu'en regardant la Côte d'Ivoire, rien qu'en regardant la Guinée, il faut peut-être que l'Afrique trouve le moyen de décerner une palme à Issoufou. Non seulement il ne s'est pas présenté, mais il ne s'est pas laissé tenter. Parce que souvent dans nos pays, même quand le président veut partir, vous avez des gens comme moi qui ne sont pas capables d'être président, qui sans le président ne représentent absolument rien. Donc moi, mon intérêt, c'est que le président reste, même s'il doit faire 5 mandats. Et souvent, vous avez ces gens qui organisent les femmes, qui organisent les jeunes. Vous voyez même parfois des gens qui se rassemblent pour dire, président, même la caution, nous avons prévu la caution. Voici, nous amenons la caution, ce qu'on a vu en Guinée. Moi, je l'avais vécu en Côte d'Ivoire avec Guy. J'étais là-bas quand les chefs traditionnels lui remettaient la caution. J'étais à Abidjan à l'époque. Bon, c'est pour dire que vraiment, il a montré un exemple et il faut que les pays africains suivent l'exemple du Niger en la matière. Quand un président a fini avec ses 2 mandats, il doit partir et il ne doit pas attendre qu'on lui demande de partir. Il doit le faire calmement, il doit le faire tranquillement. Ceux qui l'ont fait ne sont pas morts. Abdou Diouf est parti, Jerry Rawlings est parti. Il y a des anciens présidents quand même en Afrique. Les gens disent qu'il n'y en a pas, il y en a. Et ils continuent à vivre tranquillement, tant qu'ils n'ont pas traîné des casseroles, tant qu'ils n'ont pas tué des gens, mais ils sont en train de vivre tranquillement ou parfois même ils sont utilisés par les organismes internationaux. Est-ce que tous ces candidats sont d'accord aujourd'hui avec les règles du jeu? Est-ce qu'il y a eu une entente sur les conditions d'organisation du scrutin? Non, il n'y a pas une entente sur les conditions d'organisation du scrutin. Puisque je parlais tout à l'heure d'Ama Amadou, la dernière réforme du code électoral a posé beaucoup de problèmes. Puisque les gens pensaient que dans la réforme, il y a Ama qui était recherché, qui était ciblé pour l'empêcher d'être candidat. Mais les gens considèrent que le processus démocratique n'a pas encore abouti. Donc, dans le processus électoral, il y a un certain nombre de choses que l'on remet en cause et que l'on revoit pratiquement dans tous les pays africains. La composition de la CENI, l'enrôlement des candidats, la répartition des bureaux de vote. Il y a encore de la lumière à faire sur le processus pour que, en allant aux élections, que les partis aillent avec beaucoup plus de sérénité et qu'on ne commence pas à crier à la fraude alors que le scrutin n'a pas encore commencé, comme on le voit le plus souvent, parce qu'on sent déjà que dans le processus, il y a des choses qui ne se passent pas normalement. Il y a même certains partis qui s'étaient regroupés à un certain moment pour réclamer un certain nombre de réformes. Ils n'ont pas eu totalement gain de cause, mais les gens considèrent qu'ils peuvent aller aux élections avec ce fichier. Ce n'est pas la méthode ivoirienne où on demande aux gens de boycotter. Pour le moment, les gens sont dans la logique d'aller aux élections. Il y a le contexte sécuritaire qui règne au Niger. Est-ce qu'on est sûr que les élections pourront se dérouler dans toutes les parties du pays? Toutes les parties du pays, ce serait peut-être trop dire. Mais de plus en plus, si on regarde ce qui se passe dans tous les pays africains où il y a la guerre, dans aucun de ces pays, la guerre n'a empêché l'organisation des élections. On organise les élections, on fait autant qu'on peut pour faire en sorte que cette question sécuritaire n'entrave pas le vote des citoyens. Et quand ça se fait, on compte le nombre de bureaux de vote, on compte le nombre de populations concernées, en considérant que cette partie de la population qui a voté ne peut pas empêcher aux élections d'être valables. Et quelque part, c'est logique parce que si on disait qu'il faut organiser les élections quand la sécurité reviendra au Niger, quand est-ce que les élections seront organisées? Il y a cette équation-là qui est là, de sorte que c'est ce qui a été fait en Centrafrique, au Cameroun, c'est ce qu'on va faire au Burkina, les élections sont envisagées, c'est ce qui a été fait au Mali. Je ne crois pas que le Niger fera autrement.
Le président Mamadou Issoufou donc, passera le témoin très bientôt. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui pour lui, par exemple, en tant que président sortant, de ne pas être inquiété? Est-ce que sa gestion du pays a été une gestion saine? Une gestion saine, ça va être difficile à dire. Il ne faut pas oublier qu'on a tiré à boulet rouge sur lui à cause du scandale concernant le ministère de la Défense, où les gens disent que, bon, soit il est au courant, il est concerné, bien que c'est lui qui avait demandé l'audit. Les gens disent que, bon, c'était une stratégie quand il a compris que les carottes étaient cuites. Ce qui est sûr, c'est qu'en tant que président de la République, il y aura des choses à lui reprocher. La question de la sécurité, on peut lui faire des reproches. Il a certainement fait autant qu'il pouvait, mais il n'a pas réglé ce problème. Est-ce qu'il traîne des casseroles? Je ne l'ai pas vu cibler lui-même directement, mais beaucoup de personnes dans son entourage ont été ciblées et les gens ont tendance à considérer qu'il a laissé faire. Est-ce que pour ça, on va le poursuivre? Je ne le crois pas. Je me dis que s'il laisse le pouvoir tranquillement, s'il cède le pouvoir tranquillement, la tendance sera plutôt de dire, mais voilà un exemple pour le Niger. On va plutôt préférer oublier ce qui a été fait, lui donner son rang d'ancien président de la République pour que ce processus continue, qu'il y ait encore d'autres anciens présidents de la République qui laissent le pouvoir parce que leurs mandats sont terminés ou parce qu'ils ont été gagnés lors des élections. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout de suite la pause et l'invité après.